Bien le bonjour à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons ce mercredi matin dans le cadre de ce programme, votre matinale For You Matin, qui vous permet d'être en contact avec le continent africain, qui vous permet d'être informé sur l'actualité africaine. Alors, nos rubriques restent les mêmes, à savoir cette page d'information qui nous est offerte chaque matin par la rédaction de For You Media Africa, mais également la revue de presse, les moments d'échange et la page culture. Et pour ce qui est des échanges de ce mercredi matin, nous nous intéressons à la montée du sentiment anti-français en Afrique. Quel avenir pour la francophonie dont le dernier sommet s'est tenu récemment en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, en RCA et plus récemment au Tchad. Lors des mouvements de protestation, les jeunes du continent s'en prennent au symbole de la présence française en Afrique. Pourquoi cette hostilité 60 ans après les indépendances chez une génération qui n'a jamais connu l'époque coloniale? Quel avenir pour la francophonie avec cette montée du sentiment anti-français? Voilà donc la thématique qui nous intéresse ce matin. On rappelle que des coups d'État sont intervenus ces derniers temps au Mali, au Burkina Faso et par 2 fois déjà dans chacun de ces pays, portant au pouvoir des militaires opposés à la présence française sur leur sol. Au discours dénonçant le néocolonialisme s'ajoutent des accusations en incompétence de l'armée française à assurer la sécurité, voire à s'en prendre volontairement aux civils. Fidèles téléspectateurs, votre programme For You Matin est un moment d'échange, ce qui veut dire que vous êtes également invités à prendre la parole si l'envie vous en vient, à partager avec nous vos commentaires sur la thématique, vos analyses, pourquoi pas poser vos questions également aux experts que nous aurons sur ce plateau. Et en parlant d'experts, celui qui nous accompagnera pour les échanges de ce matin est Abdoul Ndam, notre jeune politologue maison. Alors, avant donc d'aborder la première, l'une des phases les plus importantes de ce programme qui est la revue de presse, nous vous proposons d'abord cette page d'information. Sur 70 membres de l'Assemblée législative de transition, 64 ont voté pour le discours fait par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Keyem de Tambela, exposant les grands axes que son équipe va mettre en œuvre au cours de leur période de transition. Tout est urgent selon le chef du gouvernement, mais la priorité reste la reconquête de l'intégrité territoriale et la sécurisation des populations et des biens. Le président du Faso, chef suprême des armées, est en train de procéder à une profonde réorganisation de l'armée pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. L'essentiel des moyens sera orienté vers la sécurisation du territoire et des populations. Moyens matériels et financiers, aussi bien qu'humains, culturels et spirituels. Car si le vivre ensemble est aujourd'hui mis à mal, c'est aussi parce que culturellement et spirituellement, la société a failli quelque part. Une faillite générale de la société que viendra corriger le gouvernement de transition par la transmission des valeurs sociétales. Par ailleurs, un plan d'urgence de soutien et réhabilitation des personnes vulnérables sera engagé. Le gouvernement veillera à la mise en place d'un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Il est d'un coût d'environ 240 milliards de francs CFA au profit de plus de 3 millions de personnes. Personnes déplacées se trouvant dans des zones d'accès difficiles seront ravitaillées par des opérations spéciales terrestres et aériennes dans la collaboration entre civils et militaires. Aussi, des projets de redressement de la filière avicole, fortement touchée par la grippe aviaire et le terrorisme, sont en cours d'élaboration. Le chef du gouvernement a également mentionné que le gouvernement de transition attache du prix au bien-être de ses populations, raison pour laquelle il a clamé haut et fort que le développement du pays passera par la production nationale et la consommation
des produits locaux. Sabre, le contingent des forces spéciales françaises, basé dans la région de Ouagadougou au Burkina Faso, était l'envoi de plier bagages. Rien n'est sûr, mais les allégations de Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, n'excluent pas cette possibilité. Nous travaillons à une organisation du format de nos bases militaires existantes. Elles devront garder certaines capacités pour protéger nos ressortissants par exemple, mais aussi se tourner davantage vers la formation des armées locales, a déclaré Sébastien Lecornu au cours d'un entretien accordé à un média français. Il n'est plus question de lutter contre le terrorisme à la place de nos partenaires, mais de le faire avec eux. Le ministre français des Armées a estimé au cours de cet entretien qu'il était temps pour la France de réévaluer la stratégie générale en Afrique. Cet entretien, il faut le rappeler, intervenait 2 jours après les manifestations du 18 novembre à Ouagadougou, où des centaines de manifestants étaient descendus dans les rues de la capitale burkinabé pour exiger le départ de la France et le démantèlement de la force militaire française basée à Kamboisin, dans la périphérie nord-ouest de Ouagadougou. Selon le dernier rapport de l'État du Cameroun sur la lutte contre la corruption en 2021, dévoilé en ce mois de novembre 2022 par la Commission nationale anticorruption, le Cameroun perd en moyenne 43,947 milliards de francs CFA, soit environ 69,7 millions de dollars, une hausse de 26,3 milliards de francs CFA en 2020. Ce montant a été établi au terme des missions d'investigation de la CONAC, des DEBEC, du Conseil de discipline budgétaire et financier chargé de l'ascension des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques, ainsi que des décisions du tribunal criminel spécial, juridiction créée en 2011, chargée notamment de réprimer les infractions de détournement des deniers publics lorsque le préjudice atteint un montant minimum de 50 millions de francs CFA. Ainsi, au terme des enquêtes clôturées par la CONAC l'année dernière, le préjudice financier subi par l'État se chiffre dans l'ensemble à 24,801 milliards de francs CFA, dont 24,49 milliards de francs CFA imputables à la Société de recouvrement des créances du Cameroun, épinglée pour diverses irrégularités entre 2011 et 2014. La CDBF a pris 24 décisions concernant des responsables ou d'anciens responsables des administrations publiques au cours de cette année-là. Sur les 24 personnes mises en cause devant cette juridiction, 8 ont été reconnus coupables et ont écopé d'amende spéciale d'un montant total de 8,800 millions de francs CFA. Le Cameroun dénonce notamment le monnayage de la signature des sous-préfets et préfets alors que le service public est gratuit, l'extorsion des fonds par les maires ou encore l'exigence d'appui financier et matériel aux administrés lors des descentes sur le terrain, des commissions de constat et d'évaluation. Alors que le pays traverse une période difficile, notamment dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire, et la CONAC, de son côté, s'efforçant à défendre et à protéger les biens du pays, la corruption, quant à elle, ne cesse de battre son plein. Le Mali reste et demeure un État souverain. En réponse à la suspension de l'aide publique au développement que la France accorde à l'État malien, le gouvernement de la transition a réagi. Par voie de communiqué daté du 21 novembre 2022, le gouvernement de la transition malienne a décidé d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec appui matériel aux techniques de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Une décision forte qui vient corroborer avec les 3 principes définis par le colonel Assimi Goïta dans le cadre de la refondation de l'État et qui sont rendus publics dans ce document, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. Des principes qui, du haut de leur stature, ne pouvaient aucunement se laisser intimider par qui que ce soit. Et en rapport avec l'aide publique au développement suspendue par la France, le gouvernement de la transition malienne rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique
nationales et internationales au Fonds de déstabilisation et d'isolement du Mali. Le gouvernement de la transition du Mali rapporte que c'est depuis février 2022 que la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. En somme donc, pour le gouvernement de la transition malienne, il s'agit là de non-événement. Le gouvernement invite par ailleurs le peuple malien à rester dans la sérénité et de soutien aux autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte sans relâche contre les groupes terroristes. Suite au silence observé de la communauté internationale face au conflit rwando-congolais, les députés nationaux de la République démocratique du Congo se sont mobilisés le lundi 21 novembre 2022 afin de déposer un mémorandum de protestation et de dénonciation de la passivité et du silence inouï des Nations Unies. Ils ont également saisi les ambassades occidentales à Kinshasa, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les députés congolais affirment que l'agression de la République démocratique du Congo par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon les autorités congolaises, est inadmissible et injuste. Nous, députés nationaux, en notre qualité d'élus légitimes du peuple congolais et des défenseurs attitrés de l'intégrité territoriale de notre pays, la RDC, considérant l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues, déterminé et rangé comme un seul homme derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette terroriste M23, ont-ils déclaré à travers le député Prosper Tunda. Considérant la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les députés congolais exigent aux Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales l'arrêt de tout soutien au Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de la RDC. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur la RDC dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008. La condamnation ferme du Rwanda, le vote des sanctions ciblées contre Kagame, président du Rwanda, et ses généraux. L'exclusion de toute possibilité de mixage, de brassage et d'intégration des éléments de groupes armés rebelles dans l'armée congolaise. En outre, les élus du peuple rappellent que la République démocratique du Congo reste une et indivisible. Son peuple est déterminé à défendre son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Sur 1,4 million d'habitants, 427 661 équato-guinéens étaient attendus aux urnes pour décider de qui prendra les rênes entre le président sortant Théodore Obiang Nguema et ses deux opposants. Un vote qui se serait passé sans aucun incident, nous dit la commission électorale. Dans tous les bureaux de vote, nous n'avons pas rencontré d'anomalie. Les gens ont voté normalement. Les petites perturbations sont dues au manque de communication entre les instructeurs et les membres du bureau de vote. Donc, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse trouver qui aurait pu empêcher le vote. Tout s'est déroulé normalement. Cependant, notons que l'opposition a évoqué certaines irrégularités. C'est notamment le cas d'Andrés Essono-Ondo pour la Convergence pour la démocratie sociale en abrégé, CPDS, qui a déclaré aux journalistes que son parti avait reçu des menaces et certains même de ses électeurs intimidés et contraints de voter en public. Après avoir passé 43 ans à la tête de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema brigue ainsi un nouveau septennat, véritable adversaire pour ses opposants qui n'ignorent sans doute pas qu'il a toujours été élu avec plus de 93% des voix et son Parti démocratique de Guinée équatoriale, en abrégé PDGE, détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortant et les 55 du Sénat qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin regroupant aussi des municipales. Le vote s'est déroulé, précisons-le, dans près de 3000 bureaux à travers le pays. Les résultats provisoires seront donc annoncés en fin de semaine par la commission électorale, puis la Cour constitutionnelle se prononcera sur la validité ou non du vote. Dans le pays, le mandat présidentiel est de 7 ans contre 5 ans pour les parlementaires. Également connu sous le nom de Ban Yamurans et de Tutsi,
De nombreux Togolais parlant le Kenya-Rwanda ont été tués ces 2 derniers mois en République démocratique du Congo car ils étaient soupçonnés d'être des alliés du M23. Et alors que les Congolais représentent 60,43% de la population totale des réfugiés au Rwanda, vivant et faisant des affaires dans le pays, ils partagent également avec certains médias ce que c'est que d'être un Congolais au Rwanda dans des moments comme ceci, au milieu de la guerre politique entre les deux pays. Nous ne rencontrons aucun problème au Rwanda. Nous les Congolais, nous ne sommes pas du tout affectés par la guerre. Nous nous portons bien et nous progressons dans nos affaires ici. La plupart des techniciens, des coiffeurs et des tailleurs ici au Rwanda sont congolais et ils n'ont aucune plainte. J'avais l'habitude d'importer mes bijoux du Congo. Maintenant, je n'ai plus aucun moyen de les importer. Je ne peux pas m'y rendre, je pourrais me faire tuer. Mon business a été gravement affecté et j'ai dû mettre certaines choses en attente. Avec pour mission de créer une zone tampon entre les forces de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, quelques 900 militaires venus du Kenya doivent atterrir sur le sol congolais au cours des prochaines semaines. Les forces kenyanes ont promis mercredi dernier de protéger l'aéroport stratégique de Goma contre d'éventuelles attaques. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le Rwanda et la RDC. Et ils ont pour la plupart leur origine dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ces auteurs qui ont fui au Rwanda ont été accueillis avec leurs armes et leurs idéologies. Ils n'ont jamais été désarmés. Leurs capacités militaires ont augmenté parce qu'ils étaient armés par le gouvernement congolais. L'implication de l'Ouganda, du Kenya et du Burundi vise à apporter la paix et la sécurité. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, si les causes profondes du conflit ne sont pas traitées, il ne prendra jamais fin. Alors que les rebelles du M23 progressent progressivement dans l'est de la République démocratique du Congo, Kigali affirme ne pas soutenir le M23. Faustin Archange Touadéra renforce les liens de fraternité avec le Tchad, pays frère et ami, raison pour laquelle une avenue porte désormais le nom du défunt président du Tchad, avenue Idriss Déby Itno. Situé en plein cœur de Bangui, le gouvernement centrafricain veut à travers la réhabilitation de l'avenue Idriss Déby Itno, longue de 2200 mètres, faciliter la circulation aux populations du 3e et 5e arrondissement et les usagers, mais également désengorger l'avenue Koudoukou. Cette nouvelle route va également permettre de fructifier les activités génératrices de revenus de cette zone commerciale. Une reconnaissance qui n'est pas passée inaperçue aux yeux du président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a exprimé le 20 novembre dernier ses remerciements à la Centrafrique pour l'inauguration à Bangui d'une avenue au nom du défunt président Idriss Déby Itno. Pour le PCMT, cet hommage rendu au maréchal du Tchad est l'illustration des liens forts de fraternité et l'exceptionnelle coopération entre la République centrafricaine et le Tchad, toujours souhaité et renforcé, consolidé. Premier centrafricain dans tous les plans du pays, le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, comme lors du lancement de l'opération citoyenne Kwadi Kodra, dont le but est de donner un visage reluisant et propre à la ville de Bangui et aux environs, a encore répondu présent. Soucieux de ce que la propreté et le bien-être se conjuguent ensemble, le président de la République s'est vu chausser les crampons le samedi 19 novembre 2022 afin de faire face à l'ennemi du progrès qu'est l'insalubrité. Paire de gants à la main, coiffé d'une casquette, dépourvu de son costume 3 pièces habituel, le chef de l'État s'est saisi d'une pelle avec laquelle il a procédé au curage des caniveaux. Le temps de quelques heures, l'enseignant de mathématiques s'est mué en éboueur afin de permettre une meilleure circulation des eaux usées dont le lit est souvent bloqué par les ordures jetées là par certains centrafricains aux mentalités rétrogrades.
Annoncé en février dernier, l'opération Kwati-Kodro a été lancée par le président de la République centrafricaine le 10 septembre 2022. Une action citoyenne et républicaine qui vise à encourager les forces vives et les populations à épouser la salubrité et les règles d'hygiène. Soulignons tout aussi par cette action que le professeur Faustin Archange Touadéra voudrait démontrer au peuple centrafricain le projet qu'il a pour son pays. Grand acteur du développement de la première heure en RCA, Faustin Archange Touadéra s'est donné pour mission de redorer le blason de la République centrafricaine à travers des projets de développement pour sa nation, à l'instar de la monnaie numérique le Sangocoin, un projet adoubé par les Centrafricains qui réclament une réécriture de la Constitution. Merci à la rédaction du Foyer Média Africa pour cette tranche d'informations. Alors, les téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Foyer au matin, votre matinale informative sur votre chaîne panafricaine d'information, Foyer Africa. Foyer Média Africa, autant pour moi. Alors, on parlait des rubriques. En attendant que Moira nous rejoigne sur ce plateau pour la revue de presse, nous vous rappelons la thématique qui animera autour de laquelle sera animé nos échanges. On parle ce mercredi matin de cette montée du sentiment anti-français, non pas seulement dans la région du Sahel, mais en Afrique en général. Alors, pour rappel, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, en République centrafricaine et plus récemment encore au Tchad, lors des mouvements de protestation, des jeunes du continent africains s'en prennent au symbole de la présence française en Afrique. Pourquoi cette hostilité après près de 60 ans après les indépendances chez une jeune génération qui n'a jamais connu l'époque coloniale? Comment est née cette ambiance délitaire aujourd'hui en Afrique? Quel avenir pour la francophonie dans le continent africain lorsqu'on sait que l'Afrique à elle seule constitue le plus gros vivier de la langue française dans le monde? Alors, d'aucuns estiment que Moscou saisit toutes les occasions qui se présentent à elle pour salir la réputation de la France au Sahel. Quelle analyse peut-on faire de ces suppositions? On rappelle également que du côté du Mali, les événements s'enchaînent, des événements qui marquent d'ailleurs le divorce entre ce pays et la France, avec notamment cette décision du gouvernement de mettre fin aux activités des ONG financées par la France. On parle donc de ces manifestations hostiles anti-françaises qui se développent en Afrique. Une chose est sûre, la France aujourd'hui est mal vue en Afrique francophone surtout. On rappelle également que du côté du Gabon, le président Ali Bongo avait manifesté l'année dernière déjà son désir d'intégrer ou encore de faire intégrer son pays au sein du Commonwealth, le Commonwealth qui est donc cette organisation qui regroupe des pays, savoir des anciennes colonies britanniques, avec bien sûr la nation mère, la Grande-Bretagne. Alors, les échanges seront menés sur ce plateau avec l'expertise d'Abdoundam, qui est déjà des nôtres. Bonjour Abdou. Merci, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs, combien milliers. Également bonjour à nos téléinternautes, sans toutefois oublier nos techniciens valeureux qui travaillent pour que nous soyons toujours visibles mais aussi audibles. Je crois que la thématique vaut tout son pesant d'or et j'estime que cela se positionne comme l'un des instruments qui atténue et contrôle même l'indépendance des pays africains à travers la langue, à travers la langue, la culture et bien d'autres facteurs qui peuvent permettre à ce que l'indépendance des pays africains ne soit pas une indépendance totale, mais plutôt une indépendance contrôlée. Je crois que tout au long de l'émission, on essayera modestement d'apporter des éléments qui justifient et qui nous amènent à comprendre l'enjeu, à adhérer ou de ne pas adhérer à ce genre d'organisation. Alors, si du côté de la réalisation, on fait signe que Moira est déjà là, alors pourquoi tarder? On lui passe la parole. Bonjour Moira. Bonjour. Samedi. Alors ce matin, comme il est de coutume, vous venez avec les dernières informations recueillies, notamment sur les plateformes d'information en ligne, mais également les journaux qui paraissent sur le continent africain.
une avec directement le Mali. La première information qui nous concerne, c'est bien sûr celle de la situation sécuritaire au sein du pays. La coordination de Kel Assar est alliée et alliée donc reçoit les responsables politiques et communautaires, promouvoir la paix et le développement à travers les échanges en famille. Les responsables donc de ce rendez-vous sont donnés lieu du côté de Tombouctou ainsi que d'autres localités du Mali le samedi 19 novembre au domicile de Cissé Oumar Hamana à Saré, président de la coordination de Kel Assar et alliés. Objectif, mettre de côté les divergences politiques et idéologiques pour se parler en famille et mutualiser les efforts afin de sortir le Mali de la crise. Autre chose également avec Mali Web, c'est-à-dire Mali-Russie, signature d'un accord de coopération dans le domaine de la sécurité. Sur l'invitation du général Vladimir Kolokoustev, ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, a effectué une visite officielle de 5 jours à Moscou. Mali Web nous renseigne encore sur la position du gouvernement de la transition qui décide d'interdire les activités des ONG opérant au Mali sur le financement de la France. Dans un communiqué publié lundi 21 novembre 2022, le gouvernement de la transition, en réponse à la suspension de l'aide publique au développement par la France, décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec appui matériel aux techniques de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Aussi à souligner avec toujours le Mali, 3 casques bleus tombés, blessés donc dans l'explosion d'une mine à Tombouctou. Il s'agit également de la mission onusienne au Mali MINUSMA. Ceux-ci ont été donc blessés dans l'explosion d'une mine lundi près de Tombouctou dans le nord du Mali, a déploré la MINUSMA dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Mali Web encore parle de la douleur dans un divorce au niveau de la coopération entre le Mali et la France. Ce gouvernement donc qui interdit toute activité aux ONG financées par la France en réaction à la suspension par Paris de l'aide au développement. Bamako dénonce les motifs fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie invoquée par la France. La dégradation des relations se poursuit entre Bamako et Paris. Au Burkina Faso, avec Ouakat Sera, violence djihadiste au Sahel, le Premier ministre au sommet des chefs d'État de l'initiative d'Accra. Le Premier ministre nommé Apollinaire Joachim Kielem de Tambela m'a assisté mardi 22 novembre 2022 dans la capitale ghanéenne. Au sommet des chefs d'État de l'initiative d'Accra, l'objectif de ce forum était de renforcer la coopération entre les pays membres de l'initiative d'Accra en vue de contrer la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du golfe de Guinée. Ouakat Sera encore revient sur la situation entre le Mali et la France. Le Mali qui a interdit les activités des ONG financées par la France. Les autorités maliennes de la transition ont annoncé lundi 21 novembre 2022 dans un communiqué l'interdiction des activités des ONG financées par la France. Cette décision intervient suite à la suspension par la France de son aide publique au développement au Mali. Une mesure que le gouvernement malien a qualifiée de non-événement. Ouakat Sera encore avec une humeur footballistique. Qatar 2022 pour le mondial. Après sa victoire contre l'Argentine, l'Arabie Saoudite décrète un jour férié. L'espoir de la sélection contre l'Argentine de Lionel Messi 2-1 mardi 22 novembre 2022 en Coupe du Monde. Le roi de l'Arabie Saoudite, Salman, a annoncé un jour chômé demain, dans ce jour pour mercredi pour les employés et les étudiants de ce côté. Au Sidoya, le quotidien burkinabé d'information par la réforme électorale au pays des hommes intègres, la CODEL fait des propositions pour une meilleure gouvernance et électorale. Dans le cadre de son projet Veille et Monitoring citoyen pour une bonne gouvernance électorale au Burkina Faso, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, CODEL a formulé d'importantes recommandations qui devront lui permettre de mener un plaidoyer en vue de la prise en compte dans les futures réformes électorales. Celles-ci ont été présentées au cours d'une conférence de presse le mardi 22 novembre 2022 à Ouagadougou. Assemblée législative de transition, les membres du bureau élus selon Sidoya, l'Assemblée législative dans les transitions a été élue. Les membres du bureau de l'organisme le mardi 22 novembre 2022 à Ouagadougou. À l'occasion, l'institution a aussi mis en place des membres et les bureaux des 5 commissions. RTI Info nous amène dans le domaine de la musique. Les professionnels et acteurs du monde de la musique réfléchissent sur les opportunités d'un véritable marché avec le digital. Les acteurs du monde de la musique étaient à Abidjan les 17 et 18 novembre 2022 pour la première édition du Salon des industries musicales d'Afrique, SIMA, occasion de mener des réflexions sur la situation d'un marché en plein essor avec le digital. RTI Info encore revient sur le mondial des chapeaux arc-en-ciel refusés à l'entrée de pays de Galles
et des États-Unis. L'ancienne capitaine des élections galloises, Laurent McAllister, et une association de supporters gallois ont raconté avoir dû enlever leur chapeau arc-en-ciel pour assister à États-Unis, pays de Galles. Lundi, donc, une rencontre s'est soldée sur un score d'1-1, nouveau signe des tensions au mondial 2022 autour des symboles LGBT+. Autre information également où nous allons nous atteler au cours de ce rendez-vous, c'est bien sûr avec la Guinée, l'élection présidentielle. Teodorio Obiang-Nguema, en tête de la présidentielle sans surprise, nous renseigne RTI Info. Le président de la Guinée équatoriale, Teodorio Obiang-Nguema Basogo, au pouvoir depuis 1979, se place en tête de l'élection présidentielle avec une large avance, selon les résultats provisoires rendus publics lundi par le ministre de l'Intérieur. RTI Info revient également sur la CAN 2023, le Premier ministre rassure sur la livraison des infrastructures sportives avant le début de la compétition. Le Premier ministre Patrick Hachi a rassuré la population sur la livraison des infrastructures sportives avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 lors d'une conférence de presse lundi 21 novembre 2022 à l'auditorium de la Primature à Abidjan Plateau. Une conférence de presse qui intervient au moment où il était annoncé que la Côte d'Ivoire demandait encore un nouveau glissement puisque celle-ci ne parvenait pas à rallier tout le matériel et à livrer à temps les stades de la compétition. Espace, la France appelle l'Europe à faire bloc face à la Chine et aux États-Unis, selon toujours RTI Info. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a appelé mardi l'Europe à faire bloc malgré la concurrence entre États face aux ambitions spatiales chinoises et américaines lors de l'ouverture de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, ESA. RTI Info encore, toujours en Europe, pas de retour à la normale après la Covid et la guerre en Ukraine, estime la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Afflux massif de réfugiés, économie chamboulée, le monde ne reprendra pas son cours comme si de rien n'était. Après la pandémie et les conséquences de la guerre en Ukraine, a prévenu mardi la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. Cette fois-ci, donc, avec cette CD, RDC FMI, du côté de la RDC, Nicolas Kazadi annonce un nouvel accord sur la 3e revue du programme appuyé par la fiscalité élargie de crédit. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a cours donc d'une conférence de presse tenue mardi à Kinshasa, a annoncé que la RDC a conclu un accord sur la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international et FMI. Devant la presse, Nicolas Kazadi a fait savoir que cet accord est un aboutissement des discussions engagées pendant un mois avec la mission en RDC. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant réédition des comptes 2021, nous renseigne cette CD. Les députés nationaux ont adopté mardi 22 novembre 2022 le rapport présenté par la Commission économique et financière sur la réédition des comptes des exercices 2021 sur 385 votants, 380 ont voté pour, un seul a voté contre et 4 se sont abstenus selon les chiffres officiels communiqués par le président de la Chambre basse du Parlement. Il faut rappeler que le gouvernement de la République de la RDC s'était félicité du taux de réalisation des recettes évalué à 108% par rapport aux prévisions pour le dit exercice. Toujours avec la RDC, conclusion de la 3e revue de son programme économique avec le FMI, la RDC va bénéficier de 200 millions de dollars. Après sa visite en RDC du 19 octobre au 2 novembre 2022, l'équipe du Fonds monétaire international FMI est parvenue à un accord avec la partie congolaise au niveau des services sur les politiques économiques en vue de l'achèvement de la 3e revue dans le cadre de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit, FEC évalué à environ 200 millions de dollars. Gabon review par le franc CFA, pas de nouvelles d'évaluation pour le moment. La nouvelle répandue ces derniers temps sur les réseaux sociaux et par certains médias a rappelé de la dévaluation en 1994 de la monnaie commune des anciennes colonies françaises en Afrique. L'économiste Chevronné, le président de la commission de la CEMA, professeur Daniel Ona-Ondo, balaie cette information d'un revers de la main. Gabon review encore, flux financiers illicites. Le Gabon enquête d'un plan d'action efficace pour la lutte. Libreville a accueilli depuis le 21 novembre une mission de cadre conjointe composée de la Commission économique pour l'Afrique CEA, la Commission de l'Union africaine UA, le Forum africain de l'administration fiscale TAF et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement JZ dans le cadre de l'accompagnement au Gabon
dans l'élaboration de son plan d'action national de lutte contre le flux financier illicite FFI. Toujours avec Gabon Review, consultation diplomatique, les relations entre le Gabon et l'Inde passées au peigne fin. Les premières consultations diplomatiques entre les ministères des Affaires étrangères du Gabon et de l'Inde ont eu lieu à New Delhi ce mardi 22 novembre. À cette occasion, les deux parties ont salué le renforcement de leurs relations bilatérales ces dernières années, avec l'ouverture de la mission gabonaise à New Delhi et l'échange de visites de haut niveau entre les autorités des deux États. Tchad Info parle de Salah Kezabo qui met en place un comité technique d'appui au comité de pilotage chargé du suivi et de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national. Un arrêté signé du Premier ministre de transition, Saleh Kezabo, a mis en place un comité technique d'appui afin que celle-ci puisse se rendre compte donc des informations, notamment des résolutions du grand dialogue national. Et on va prendre notamment le cap du côté du Cameroun avec le journal Le Jour qui parle d'inflation, vie chère, les ménages n'en peuvent plus. Face à la hausse incessante des prix des denrées alimentaires, de nombreuses ménagères réinventent leurs habitudes. Toujours au Cameroun, avec cette fois-ci le journal La Capitale Publique, Cameroun Tribune, recrutement spécial de 2000 enseignants avec bonus. La troisième vague des recrues dans les universités d'État, rendue publique lundi dernier, 573 enseignants viennent porter le nombre de 2383, bien au-delà des prévisions de cette opération spéciale initiée par le président de la République en novembre 2018, et visant à apporter une réponse concrète aux besoins pressants en matière de personnel enseignant, et déjà une autre phase concernant le recrutement de 450 autres enseignants pour les nouvelles universités de Bertoua et Bolova et Garoua est annoncée. West Echo parle cette fois-ci de Maurice Kamto, Remember Kamdem Christophe Impérial, Kamto Abaham pour célébrer son ancien régional, bien sûr, qui, selon lui, a œuvré pour la vie de son parti. Mutation nous ramène au sein des universités camerounaises. Université d'État, Banque de Jouvence, un recrutement spécial de 450 enseignants, annoncé lundi dans la foulée de la publication des résultats de la troisième phase de l'opération d'embauche pour la fonction publique. Quotidien de l'économie parle notamment de la loi de finances 2023. La taxe sur les téléphones portables refait surface après l'approche arrêtée de la loi de finances 2019 qui avait été vivement contestée et annulée. Le gouvernement propose un nouveau mécanisme de collecte. Le Messager parle de l'audition des lignes 94-65, le choc Nietzsche-Moutazé. Le député SIF du Voré-Est a épinglé le ministre des Finances au cours de la discussion générale en plénière autour du projet de loi et de règlement de l'exercice 2021 du budget de l'État. Voilà ce que nous pouvions proposer en ce qui concerne bien sûr la revue ce 23 novembre 2022. Merci à vous, Moira, pour cette revue de presse. Alors, Abdoundam, je reviens vers vous sur ce plateau. On va aborder notre page des échanges et on s'intéresse aujourd'hui à cette montée du sentiment anti-français, à savoir quel avenir aujourd'hui pour la francophonie. On sait que le dernier sommet de la francophonie s'est tenu récemment du côté de la Tunisie, un sommet qui se tient dans un contexte assez particulier en Afrique, notamment dans le Sahel, où de nombreuses voix s'élèvent, notamment des jeunes, des manifestations qui ont eu lieu dans pas mal de pays, au Niger, au Burkina Faso et même au Tchad et au Mali, où les jeunes s'en prennent déjà au symbole de la France dans leur pays. Alors, de nombreuses questions demeurent donc au lendemain de ce sommet qui avait la participation de nombreux chefs d'État, dont celui de la France, Emmanuel Macron. Quel avenir aujourd'hui pour cette organisation qui regroupe donc pas mal de pays, dont plusieurs ou encore la grande majorité proviennent du continent africain. La France, aujourd'hui, une chose est sûre, est mal vue en Afrique francophone. De nombreux événements, d'ailleurs, attestent cela. On évoquait tantôt ce désir du président gabonais, Ali Bongo, d'intégrer son pays au sein du Commonwealth, le Gabon qui pourtant n'est pas une ancienne colonie britannique. Est-ce là une volonté manifeste de se détacher de la France pour s'attacher à une autre organisation qui serait plus bénéfique pour le Gabon?
autant donc d'éléments qui nous permettront effectivement de voir clair sur cette thématique. Alors avant de vous passer la parole, Abdoul, permettez-nous de suivre avec vous cet élément qui est signé Queen Kouetchou. Le contingent des forces spéciales françaises, basé dans la région de Ouagadougou au Burkina Faso, était l'envoi de... Sur 70 membres de l'Assemblée législative de transition, 64 ont voté pour le discours fait par le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Keyem de Tambela, exposant les grands axes que son équipe va mettre en œuvre au cours de leur période de transition. Tout est urgent selon le chef du gouvernement, mais la priorité reste la reconquête de l'intégrité territoriale et la sécurisation des populations et des biens. Le président du Faso, chef suprême des armées, est en train de procéder à une profonde réorganisation de l'armée pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. L'essentiel des moyens sera orienté vers la sécurisation du territoire et des populations. Moyens matériels et financiers, aussi bien qu'humains, culturels et spirituels. Car si le vivre ensemble est aujourd'hui mis à mal, c'est aussi parce que culturellement et spirituellement, la société a failli quelque part. Une faillite générale de la société que viendra corriger le gouvernement de transition par la transmission des valeurs sociétales. Par ailleurs, un plan d'urgence de soutien et réhabilitation des personnes vulnérables sera engagé. Le gouvernement veillera à la mise en place d'un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Il est d'un coût d'environ 240 milliards de francs CFA au profit de plus de 3 millions de personnes. Personnes déplacées se trouvant dans des zones d'accès difficiles seront ravitaillés par des opérations spéciales terrestres et aériennes dans la collaboration entre civils et militaires. Aussi, des projets de redressement de la filière avicole fortement touchée par la grippe aviaire et le terrorisme sont en cours d'élaboration. Le chef du gouvernement a également mentionné que le gouvernement de transition attache du prix au bien-être de ses populations, raison pour laquelle il a clamé haut et fort que le développement du pays passera par la production nationale et la consommation des produits locaux. Sabre, le contingent des forces spéciales françaises, basé dans la région de Ouagadougou au Burkina Faso, était l'envoi de plier bagages. Rien n'est sûr, mais les allégations de Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, n'excluent pas cette possibilité. Nous travaillons à une organisation du format de nos bases militaires existantes. Elles devront garder certaines capacités pour protéger nos ressortissants par exemple, mais aussi se tourner davantage vers la formation des armées locales, a déclaré Sébastien Lecornu au cours d'un entretien accordé à un média français. Il n'est plus question de lutter contre le terrorisme à la place de nos partenaires, mais de le faire avec eux. Le ministre français des Armées a estimé au cours de cet entretien qu'il était temps pour la France de réévaluer la stratégie générale en Afrique. Cet entretien, il faut le rappeler, intervenait 2 jours après les manifestations du 18 novembre à Ouagadougou. Le 18e sommet de la francophonie s'ouvre à Djerba en Tunisie ce samedi 19 novembre 2022. Le temps des 48 heures que dure l'événement, une trentaine de têtes couronnées sont attendues pour une organisation qui compte à ce jour 88 pays, dont 54 membres, 7 associés et 27 observateurs. Sur la table des échanges, la question de la pérennité de la langue française, qui compte encore 321 millions de locuteurs, avec une marge de progrès de 7% comparativement à l'année 2018, mais aussi et peut-être surtout les questions existentielles liées à la pratique de la langue française et les valeurs de paix, démocratie, de droits de l'homme que prône la francophonie dans un contexte marqué par un sentiment anti-français qui gagne du terrain. Les griefs à la France ne manquent pas. Le franc CFA, qui constitue encore une chaîne de la France-Afrique, le soutien de la France à des régimes controversés comme au Tchad, avec Mahamat Idriss Déby Itno, la francophonie est le leader de cet espace qu'est la France, doit selon plusieurs analystes repenser ses modes de promotion et de défense de la démocratie.
La débâcle de Barkhane au Mali, les attaques des instituts français au Burkina Faso, suivies de marches anti-françaises comme au Niger, la vague des contestations vis-à-vis de la France gagne du terrain dans son ancien précaré en Afrique de l'Ouest, qui pourtant paradoxalement est l'espace géographique où la langue française est la plus parlée. Le français connaît un net recul par rapport à l'anglais, qui offre plus de facilité. En témoigne l'adhésion cette année du Gabon et du Togo au Commonwealth. Et si cette année le thème retenu pour le sommet de la francophonie est « Connectivité dans la diversité », le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone, sans un nouvel élan, les lendemains de l'organisation s'annoncent incertains. Alors Abdounam, vous avez suivi avec nous ce dernier reportage qui revenait sur le 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerban en Tunisie avec ces questions qui demeurent. Un sommet qui se déroule dans un contexte particulier où la politique même de la France en Afrique est décriée par une nouvelle génération qui pourtant n'a pas connu la colonisation. Alors aujourd'hui, quel avenir pour cette organisation? L'avenir, je crois que l'avenir pose de sérieux problèmes, notamment au niveau de la survie de cette organisation qui en réalité se positionne comme le bras séculier de la France pour pouvoir contrôler en quelque sorte ce que certains appellent la précarité française. Parce qu'en réalité, après l'avènement de la colonisation, il est important de noter que l'indépendance obtenue par les pays africains dans les années 60 est une indépendance qui en réalité a été davantage contrôlée. Et cette indépendance est contrôlée au regard de deux grands instruments, entre autres, notamment le franc CFA et bien entendu la langue, qui est la langue française sur la bannière notamment de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a pour vocation première de promouvoir la langue française partout dans le monde. Et si en réalité vous communiquez dans une langue des autres, il est important que le problème de secret, vous serez toujours exposé en termes de communication et à travers cela, ils vont vous contrôler. Et si l'on s'en tient bien entendu des objectifs de la francophonie, entre autres la promotion de la langue et de la culture, il y a également la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Et le volet qui me paraît aussi important, c'est notamment le pan économique. La francophonie a également pour rôle de promouvoir et de faciliter la coopération économique entre les États. Et il faut donc comprendre que l'objectif de la francophonie, c'est d'aller au-delà des pays en réalité qui ont été colonisés par la France. Voilà pourquoi vous verrez certains pays, au-delà de la précarité française, manifestent leur envie d'adhérer peut-être le Commonwealth, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Mais je tiens à rappeler, pour répondre directement à votre question, que ce qui semble poser problème, c'est bien entendu le caractère vicieux de cette organisation qui a pour rôle, bien entendu, d'asseoir l'hégémonie française, de maintenir les pays africains sous le joug de la dépendance et de ne pas permettre à ce que les pays africains puissent s'affranchir. À partir du moment où ces deux leviers qui sont plus que jamais contestés, critiqués ces dernières décennies, en l'occurrence la francophonie et beaucoup plus le franc CFA, force de constater que ce sentiment, cette prise de conscience davantage constatée chez les jeunes africains met davantage la pression sur les autorités françaises, et ils procédaient notamment pour procéder à la calmie. Ils instrumentalisaient cette organisation à l'effet de convoquer une assise comme telle pour pouvoir peut-être recentrer le sujet, pour pouvoir davantage contrôler, séduire et amener les dirigeants africains à ne pas se détourner de cela. Je prends un exemple pour sortir, pour comprendre la nécessité de ce que les Français, la France en réalité, est dans une position inconfortable. Voilà pourquoi, du point de vue stratégique, la nouvelle secrétaire de la francophonie n'est pas issue d'un pays francophone. Pas du tout. Elle est rwandaise. Et vous comprendrez, si elle est rwandaise, ça veut dire qu'en réalité, la France a
d'autres objectifs, notamment à aller au-delà des pays de la précarité française dans la perspective d'asseoir et d'étendre la France ou encore le français partout dans le monde. Est-ce que, à l'heure actuelle, la France a-t-elle des coups de franche au regard... Excusez-moi, Abdoundam, c'est juste une parenthèse. On sait quand même que pour ce qui concerne le Rwanda, puisque vous avez évoqué là le fait que Louis Mushikiwabo, l'actuel secrétaire général de la francophonie, soit rwandaise. On rappelle quand même que le Rwanda, les relations entre le Rwanda se sont détériorées sous fond de ce rôle qui est impliqué à la France dans le génocide rwandais, d'où donc l'initiative prise par le président Paul Kagame de se tourner vers l'anglais comme langue officielle dans son pays. Alors que ce n'est pas effectivement dans ce contexte-là, pour essayer de renouer les relations avec le Rwanda, qui avait amené à l'élection de Louis Mushikiwabo à la tête de cette organisation. Oui, c'est une stratégie dans la perspective de rétablir la coopération diplomatique entre la France et le Rwanda. Et puisqu'il est important de noter que le Rwanda se positionne comme l'un des pays africains qui a un PIB net et la croissance économique est positive. Et je crois que la France voudrait coopérer avec son ancien partenaire parce que le Rwanda communique aussi en français. Oui, c'était une ancienne colonie française. Je crois que c'est parce que le Rwanda a pris conscience de rompre cette coopération parce que ça n'apportait rien au Rwanda. Et le Rwanda a pris ses responsabilités pour se retourner ailleurs. Ayant pris conscience du danger, voilà pourquoi, pour rétablir la coopération qui était froide par le passé, il était important d'attribuer cette fonction stratégique à la dame qui est d'origine rwandaise pour pouvoir rétablir la coopération. Mais quoi que l'on dise, la relation France-Afrique prend des coups et je crois que même s'ils parviennent à colmater les brèches, il y a une prise de conscience collective qui davantage dénonce les vices de la coopération française, tant sur tout le plan, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan éducationnel et j'en passe. Et je crois que pour sortir, il est important de noter que la francophonie bat de l'aile en Afrique, le franc CFA également. Et bref, les pays africains et les jeunes africains sont conscients des vrais enjeux et dénoncent chaque jour les vicissitudes que la France pose du côté de l'Afrique en empêchant les pays africains de développer. Et la France est considérée aujourd'hui comme le cauchemar, c'est lui ou encore ce pays-là qui empêche l'Afrique à se développer. Fort de ce constat, il est important de constater que ce soit l'avenir de la francophonie, l'avenir est problématique, et également l'avenir du franc CFA est également problématique. Tout ceci cumulé met la France dans une situation inconfortable. Alors, on parle également du volet de la langue avec vous, Abdoundam. Comme le précisait ce reportage de Queen Kwechu, on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique, le continent africain, est le continent où on trouve le plus de personnes parlant, s'exprimant en français. L'Afrique demeure donc à ce jour le plus gros vivier de la langue française dans le monde. Alors, aujourd'hui, vous croyez que cette montée du sentiment anti-français peut pousser d'autres pays à faire comme le Rwanda l'avait fait il y a cela quelques années, c'est-à-dire en enlevant carrément la langue française comme langue officielle du pays et en instaurant l'anglais comme langue de l'éducation, langue à utiliser sur le plan administratif et autres. Vous croyez que cela, on peut arriver avec cette tendance à cela? Je crois que s'il faille qu'on se débarrasse de la francophonie pour épouser le Commonwealth, ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je proposais la promotion d'une langue nationale, comme c'est un peu le cas du côté de la République, de la RCA, la République centrafricaine, où la deuxième langue officielle est le sango. Je crois que les pays africains gagneraient à migrer dans ce genre de réforme, c'est-à-dire promouvoir une langue nationale et faire d'elle une langue officielle. Vous voulez que dans le processus de cette rupture, que la rupture de la langue, donc que les pays africains ne laissent pas le français pour une autre langue occidentale, mais pour la promotion des langues locales. Et on pourrait utiliser la langue occidentale dans la perspective des affaires. Si en réalité il y a une langue qui est une langue universelle des affaires, et vous savez avec moi que ce n'est ni le français qui est une langue qui est la mieux parlée sur le plan des transactions financières, en termes de coopération, en termes d'affaires. La langue la mieux parlée, la mieux utilisée, la mieux usitée dans le cadre des affaires, c'est l'anglais. Donc on pourrait utiliser une langue pour permettre à ce que nous ne soyons pas
nous soyons, je vais dire quoi, pas coupés du monde. Nous ne soyons pas coupés du monde et que nous ayons la capacité de négocier sans être floués. Et pour ce faire, il faut maîtriser la langue des autres, il faut maîtriser la langue qui est le code des affaires. J'estime pour ma part que ce n'est pas le français qui est la langue qui pourra nous permettre de développer. Mais je crois que la langue qui permettra c'est que les pays africains puissent se développer et en dehors des pays africains, d'autres pays, parce que l'anglais est la langue par excellence utilisée dans le cadre des affaires. Si tel est le cas, nous encourageons davantage les pays à opérer un choix stratégique et non un choix de cœur. Quand je parle de choix de cœur, c'est parce que les uns diront que c'est parce que c'est la France qui nous a colonisés. Par conséquent, pour garder ce lien, il est important qu'on puisse garder cet héritage. Mais cet héritage devient davantage un obstacle pour le développement des pays africains. Si tel est le cas, il est important de basculer vers une langue qui permettra que sur le plan international, nous soyons compétitifs et que nous soyons au cœur des grandes négociations pour que nous soyons toujours gagnants dans toutes les initiatives en termes de transactions économiques, en termes de négociation des contrats, en termes de partenariat économique, que nous soyons au cœur de la négociation et que nous ne soyons pas floués. Et je crois que c'est dans cette logique-là que vous voyez des pays tels que le Gabon, qui est en train de migrer vers le Commonwealth, des pays comme le Togo, qui est en train de migrer vers le Commonwealth, parce qu'ils ont compris que sur le plan international, la langue d'affaires, c'est l'anglais, et par conséquent, ils ont estimé que c'est un choix stratégique. Malheureusement, avec le français, cette langue est plutôt un instrument qui maintient les pays africains, parce que quand vous parlez, quand vous communiquez avec la langue des autres, en réalité, vous êtes dessouché. Parce que vous êtes dessouché, vous n'avez pas la capacité de vous développer par vous-même. Pour que vous vous développez, il va falloir l'assistance des autres. Voilà pourquoi, autre objectif de la francophonie, c'est bien entendu le pan éducationnel. Ils ont un droit de regard sur l'éducation, sur la formation universitaire. Et je crois qu'ils ne pourrions que donner des orientations qui sont taillées à leur mesure, des orientations qui ne peuvent que promouvoir leur idéologie et maintenir l'Afrique dans une situation qui ne mettrait pas à mal leur position du point de vue de la conquête du monde. Et l'Afrique se positionne pour la France comme un tremplin, comme une base sur laquelle elle s'appuie autant pour moi pour pouvoir conquérir le monde. Si tel est le cas, il est fort clair que la langue et le franc CFA sont deux instruments utilisés par la France pour contrôler les indépendances africaines. Alors vous êtes venu sur le volet éducatif qui est un volet très prisé au sein de cette organisation, à savoir la francophonie, mais on sait qu'il y a de cela quelques années, pas moins de 5 ans déjà, la France, le gouvernement français a pris la décision de multiplier par 10 les frais de scolarité des étudiants venant du continent africain. Et donc, quand on a vu cela comme une règle qui venait réduire le nombre d'étudiants africains voulant poursuivre leurs études supérieures dans les grandes universités françaises. Vous savez, chaque acte que l'on pose peut avoir un effet boomerang à partir du moment où on ne met pas les mécanismes pour les contrôler. Et actuellement en France, la France est en train de traverser une période difficile sur le plan économique. Et il y a le taux de chômage qui devient grandissant, et cela pose le problème d'accueil des étrangers sur le sol français, parce que le plus difficile n'est pas d'arriver, mais le plus difficile c'est de la prise en charge. Est-ce que à partir du moment où les propres Français, les Français de souche, sont dans l'incapacité d'avoir un travail, se manifestent chaque jour, les gilets jaunes en illustrent davantage, et je crois qu'il y a même je crois qu'une statistique qu'on vient de publier, qu'on vient de rendre public, démontrant que le taux de chômage a extrêmement augmenté du côté de la France. Je crois que ce sont des politiques qui visent à décourager les Africains parce qu'en réalité, ils n'ont plus la capacité et les moyens nécessaires et suffisants pour prendre en charge ceux-là qui viennent d'ailleurs, et parce que ceux qui sont déjà natifs de la France souffrent, font face à certains problèmes, et il va falloir donc limiter notamment l'afflux de personnes qui sollicitent poursuivre leurs études en France. Et au-delà de ceux qui veulent poursuivre les études, il y a également qui migrent, pas sur le plan officiel. Nous avons fait une émission là-dessus pour démontrer que la plupart des pays africains, des jeunes africains quittent l'Afrique parce que les conditions de vie sont précaires et veulent chercher mieux ailleurs. C'est parce qu'en réalité, la France traverse des périodes extrêmement difficiles sur le plan financier, avec la crise russo-ukrainienne et bien d'autres crises. Il est important de noter que
voilà, cette politique, notamment qui vise à augmenter le prix, est une politique de découragement des pays africains, des jeunes africains à migrer vers la France. Mais il y a une question fondamentale. Est-ce que ces prix exorbitants découragent effectivement les jeunes africains à migrer là-bas? Je crois que... multiplier quand même une pension fois 10. La France est, en Afrique, ça, je crois que l'un des pays qui reçoit beaucoup plus les Africains que les autres étudiants pays. Africains. Surtout les étudiants. Je crois que vouloir aller à l'encontre des obligations ou encore des principes qui sont fixés, notamment l'un des principes de l'OIF, c'est bien entendu la coopération sur le plan éducationnel. Ça veut dire que les jeunes africains peuvent avoir la facilité d'aller poursuivre leurs études en France, et si tel est le cas, ils peuvent pas aller à l'encontre du principe et de la règle qu'elle s'est préalablement fixée. Je crois que c'est une contradiction. La contradiction est d'autant plus clair à partir du moment où vous ne pouvez pas mettre dans l'un des éléments qui est la clause du contrat de l'existence d'une organisation, et plus tard mettre sur pied des mécanismes qui visent à entacher ce que vous avez dit au préalable. Ça veut dire qu'il y a un problème de contradiction, et la contradiction peut être justifiée dans la mesure où la France, le plan économique, traverse des périodes extrêmement difficiles. Il y a la tension trésorique, et je crois que les Français sont en train de manifester, les Gilets jaunes et bien d'autres organisations qui manifestent en disant que la vie devient davantage chère. C'est parce qu'il y a la cherté de la vie que les autorités françaises ont cru bon de multiplier le prix relatif à l'accession des jeunes africains qui souhaiteraient poursuivre les études en France. Mais la bonne question, c'est de savoir, est-ce que le fait d'augmenter ces prix-là décourage effectivement les jeunes africains? En tout cas, on va rester toujours dans le cadre de cette coopération internationale. On est revenu sur le cas du Commonwealth, notamment du Gabon, qui est une ancienne colonie française, souvent même considérée comme précarie de la France. Alors, je rappelle donc, Ali Bongo avait signifié son désir, le désir de voir son pays intégrer le Commonwealth à un moment crucial, un moment où un sommet se déroulait en France sur l'après-Covid. Alors aujourd'hui, est-ce que quitter la francophonie pour le Commonwealth ou encore laisser la francophonie pour le Commonwealth serait une bonne solution? Est-ce que lorsque je vais prendre deux exemples, à savoir celui de la Gambie, on sait que la Gambie, au temps du président Yahya Jammeh, avait quitté carrément le Commonwealth. Yahya Jammeh qui fustigeait l'ingérence ou encore la manière, le regard négatif que portaient les Britanniques sur son mode de gouvernance. On a également en Afrique le cas du Zimbabwe. Le Zimbabwe, au temps de Mugabe aussi, qui avait décidé de rompre les liens avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, effectivement, qui était contre la politique menée par l'ancien président Mugabe. Alors, est-ce qu'effectivement, quitter la francophonie pour le Commonwealth serait la solution? Non, je ne parlerai pas peut-être de quitter, parce que si on parle de quitter, ça peut être un choix stratégique d'un pays souverain. C'est de son choix. Mais je peux peut-être prendre un exemple pour démontrer les pays qui sont à la fois membres de l'OIF et membres de la Commonwealth. L'exemple, le Cameroun. Le Cameroun est en même temps membre de l'OIF et membre du Commonwealth. Je crois que tout est stratégique. Si ces pays-là estiment qu'ils n'ont plus l'intérêt au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un pays souverain. Ce n'est qu'un accord qui les lie sur le plan international, et la souveraineté d'un État prime sur toute forme d'accord. Je crois que sur la souveraineté du Gabon, si le Gabon estime que il doit quitter autant pour moi la francophonie pour le Commonwealth, c'est parce qu'en réalité, il estime que son intérêt est beaucoup plus garanti du côté du Commonwealth que du côté de la francophonie. Pas forcément quitter, mais intégrer aussi, tout en restant membre de la francophonie. Voilà, donc c'est ça que ma question était, je demandais à Abdel si effectivement, est-ce que du côté du Commonwealth aussi, c'est tout rose, puisqu'on sait qu'au sein même de cette organisation aussi, on a des pays, j'ai pris l'exemple de la Gambie, au temps de Yahya Jammeh, ou encore du Zimbabwe, alors dirigé par Robert Mugabe, qui avait manifesté une rupture avec cette organisation. Bien évidemment, il est important de noter, de peur d'être naïf sur la scène internationale, que en réalité c'est une question d'intérêt. Et ces organisations sont créées pour contrôler les pays. Ces organisations sont créées pour, en réalité,
imposer une façon de regarder le monde, une façon de voir le monde. Et vous connaissez le rôle des États qui est la volonté de puissance, la volonté d'accroître leur puissance. S'il faille passer par une organisation pour contrôler certains pays, la preuve, en ce qui que ce soit la francophonie ou le Commonwealth, vous verrez que en termes d'octroi des dons ou de financement, c'est souvent conditionné. C'est souvent conditionné, peut-être dans la prise de certaines positions. Je prends peut-être le cas des LGBT, ou peut-être au sein de ces organisations, on dit que ce n'est pas le problème. Ils encouragent même les pays qui sont favorables à légaliser le mariage pour tous. Vous voyez donc des valeurs qui vous conditionnent. C'est-à-dire, avant de vous octroyer un financement, ils vous conditionnent que pour accepter, voilà ce qu'il faut en contrepartie. Donc je crois que ça reste toujours, ces organisations sont des think tanks. Que ce soit Commonwealth ou la francophonie, ces organisations ne sont pas des enfants de cœur. Et ils sont là pour un objectif. On peut les appeler techniquement, ce sont les bras séculiers des puissances qui, de façon frontale, ne peuvent plus nous contrôler directement, mais passent par ces organisations pour maintenir et contrôler les pays dans la perspective de se maintenir au top. Donc voilà l'idée phare qu'il ne faut pas perdre de vue. L'objectif de la création de ces organisations, en réalité, ce n'est pas forcément pour assister les autres. Oui, c'est pour assister, mais davantage pour contrôler. Davantage pour convenir. Alors, vous prenez aussi la promotion des langues africaines. Le français, aujourd'hui, la langue la plus parlée, aujourd'hui, l'une des langues les plus parlées en Afrique. L'Afrique est le plus gros vivier de la langue française dans le monde. On sait que plus d'une vingtaine de pays africains sont membres de la francophonie. Alors, selon vous, il ne suffit pas seulement de parler de rupture, mais il est temps, selon vous, que les pays africains fassent la promotion plutôt des langues locales. Vous avez pris pour exemple la République centrafricaine, où nous avons une langue comme le Sango. On sait que du côté de la région des Grands Lacs, il y a des langues telles que le Swahili ou encore le Lingala en RDC. Oui. On a souvent vu le président Félix Tshisekedi s'exprimer même en Lingala à ses compatriotes et tout. Alors, ou encore le Wolof du côté du Sénégal. Alors aujourd'hui, est-ce que cela ne doit pas émaner d'une volonté et même de l'arabe choix du côté du Tchad. Voilà, l'arabe choix, le Haoussa aussi, qui sont des langues aujourd'hui intégrées même dans des grands médias, des médias internationaux et même souvent occidentaux, voilà, pour avoir un grand nombre, voilà, pour avoir, voilà, touché autant de personnes possible, intègrent ces langues dans leur programme de communication. Alors, appliquer ou encore prendre en considération les langues locales, les intégrer dans le système éducatif pour en faire des langues de l'administration et autres, est-ce que cela ne doit pas effectivement émaner de la volonté même des pouvoirs publics en Afrique? Mais bien sûr, c'est une politique publique. Cela rentre dans la politique publique linguistique. Parce qu'en réalité, l'indépendance est aussi sur le plan linguistique. Vous ne pouvez pas vous affirmer comme pays souverain en vous exprimant avec la langue d'ailleurs. Cela pose un problème de la liberté effective. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain en vous exprimant avec la langue des autres. Et vous savez le rôle et la puissance de la langue. Vous ne pouvez rien comploter, vous ne pouvez rien cacher comme secret. Ils vous écoutent à tout moment, puisque vous vous exprimez dans leur langue. Et il y a même des Africains qui s'expriment mieux en français que même dans leur langue maternelle et qui s'expriment mieux que les Français. Je crois que ça a été un travail qui a été orchestré en amont. Avec l'avènement de la colonisation, c'était la réforme éducative, s'inscrivait dans cette logique où on nous imposait à apprendre le français ou l'anglais. Je crois que c'est un projet qui a été très bien orchestré, très bien ficelé, pour pouvoir maintenir plus tard que même si vous obtenez votre indépendance, vous serez toujours contrôlé, vous serez toujours vulnérable. Parce que lorsque vous vous exprimez avec la langue des autres, c'est la question de la vulnérabilité qui se pose avec acuité. Vous êtes perméable à tout moment. Et je crois que il fallait que les pays africains puissent réfléchir dans ce sens. Et je crois que l'organisation par excellence qui peut promouvoir ce genre d'initiative n'est autre que l'Union africaine. Je prends par exemple, si on essaie de régionaliser les langues, on peut se dire que le Cameroun, la sous-région Afrique centrale, peut soit communiquer, je ne sais pas, en Boulou, à Oussa, un truc comme ça. Ou en Sango, pourquoi pas. On peut promouvoir cela. On peut développer cela, c'est possible. Et que peut-être du côté de l'Afrique
du Nord, c'est déjà l'arabe qui est parlé là. Ils encouragent l'arabe. Et du côté, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, il y a le Wolof et bien d'autres langues qui peuvent faire de cela une langue officielle. Et vous verrez que du point de vue anthropologique et sociologique, ces pays africains qui sont frontaliers ont des points communs en termes sur le plan linguistique et même sur le plan culturel. Je crois que le Sénégal, qui est limitrophe avec le Mali, ils peuvent facilement parler le Wolof. Je parle du Sénégal, du Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Ils peuvent communiquer en Wolof ou peut-être une autre langue qui les unit, puisque ce sont les mêmes peuples à la base. Et je crois que c'est il faudrait tout simplement avoir les leaders africains, les autorités africaines qui peuvent avoir les coudées franches pour pouvoir prendre une décision véritable afin de libérer effectivement l'Afrique. Vous savez, vous ne pouvez pas parler d'une indépendance véritable à partir du moment où vous ne communiquez pas en votre langue. Et je crois que la langue est un instrument de puissance sur la scène internationale. Et lorsque vous parvenez à imposer votre langue sur la scène internationale, c'est vous qui donnez l'orientation du monde. Parce que qui dit langue dit éducation. On vous éduque à travers une langue. Et je crois que l'Afrique est en retard sur ce domaine, il faut le dire. Et du point de vue économique, c'est là où la goutte d'eau vient déborder le vase. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas votre économie, vous n'êtes pas patron, vous ne bâtissez pas votre monnaie, la question monétaire, lorsque vous ne bâtissez pas votre monnaie, lorsque vous n'êtes pas propriétaire de votre langue, je vous assure, voilà les deux leviers qui assurent la souveraineté d'un État. À partir du moment où vous ne les contrôlez pas, vous êtes d'accord avec moi que les indépendances africaines sont des indépendances qui, même s'ils ne sont pas timorées, ce sont des indépendances contrôlées. Et vu sur cet angle-là, l'Afrique va se développer au rythme de l'Occident et pas la volonté de l'Occident. Alors vous avez dit quelque chose de très pertinent, Abdoundam, dans l'un de vos analyses précédentes, que la langue est un élément essentiel dans la communication, et on sait que la communication est un canal très important puisqu'elle permet de véhiculer certains faits, elle permet même de manipuler, elle permet de mal informer également, de désinformer, si je peux le dire ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui les Africains sont conscients de ce qu'effectivement la langue peut être un canal que du côté de l'Occident on peut utiliser pour affecter les mentalités? Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que les Africains sont conscients de cela, puisque beaucoup de médias aujourd'hui suivis par des jeunes Africains qui, comme vous le disiez, ne maîtrisent même pas leur langue maternelle, mais les langues venues d'ailleurs, ou encore si je peux le dire, la langue du colon, suivent ces médias occidentaux? Oui, je crois que c'est ça le véritable problème, parce que la langue, je reviens sur cette question, Madame Zilé, la langue est un arsenal nécessaire pour contrôler les gens. Mais pour contrôler, un élément de contrôle. Voilà le mot, l'expression. Un élément de contrôle. Qui m'échappait. Voilà. Oui, un élément de contrôle véritable. Ça veut dire, si vous voulez vous affranchir véritablement, il faudrait une auto-méditation et, bien entendu, contrecarrer cet outil de contrôle à travers une langue que les Occidentaux ne vont pas maîtriser. Voilà par exemple que au Sénégal, vous êtes obligé d'écouter le Wolof parce qu'en réalité, ils sont dans cette politique de vulgarisation et de promotion du Wolof. Je tiens à vous rappeler que même les médias au Sénégal, en pleine émission, ils parlent en Wolof. Et ils injectent quelques expressions françaises, si vous avez constaté. Et cela amène tout simplement à coder leur langue. À défaut de coder, ça amène tous ceux qui sont intéressés par le Sénégal d'écouter le Wolof, d'entendre le Wolof, parce que si vous n'entendez pas, vous serez coupé. Je crois que c'est la politique que le Sénégal est en train de mener sur ce plan-là. Moi, j'encourage très bien le Sénégal, parce que moi, je regarde parfois ces médias sénégalais. Je vous assure que dans les chaînes des médias, la langue la plus parlée, c'est le Wolof, et ils injectent quelques expressions françaises là-dedans. Or, pourtant, ailleurs, c'est l'inverse, où on parle davantage le français, et difficilement on peut véhiculer une expression vernaculaire. Je crois que le Sénégal est dans une bonne voie de promotion de la langue nationale, qui en réalité amène tous ceux-là qui s'intéressent au Sénégal d'apprendre un peu le Wolof. Parce que si vous n'apprenez pas à dire peut-être bonjour, bonsoir, comment vous allez en Wolof, vous serez coupé du monde, puisque l'essentiel de la population sénégalaise s'exprime aujourd'hui en Wolof. Je prends le cas par exemple du Mali, et ça a beaucoup aidé le Mali.
Parce que la langue utilisée par le Mali, même si c'est le français qui est la langue officielle, vous avez vu que c'est la langue, le malinké, je crois bien, qui est parlée par les Maliens, même au sommet de l'État. Le président de la République s'exprime en malinké. Il s'exprime en malinké. Revenez également sur l'exemple de la République démocratique du Congo, où on a souvent vu le président Félix Tshisekedi parler en français. Même après, aussi le règne en lingala. même en Guinée-Conakry. Mais on voit comment, comment on l'appelle encore, le président de la transition guinéenne, Doumbouya, il s'exprime en anglais, dans la langue nationale. Et sur le règne du professeur Alpha Condé, il communiquait dans la langue. Même au sein de l'université, ça se faisait. Et ça se fait. Je crois que c'est une bonne chose qu'il faut quand même développer. Et il faut quand même peut-être, même si au Cameroun, on peut constater qu'il y a cette politique, même si cette politique n'est pas encore effective, elle est négligeable, cette politique-là. Mais déjà, au sein des établissements public au Cameroun, il y a les langues vernaculaires qui sont enseignées. Alors, vous avez également souligné quelque chose de pertinent, que la langue est un élément aujourd'hui de contrôle qui permet de désinformer, qui permet d'inculquer des valeurs qui forcément ne sont pas toujours celles des peuples à qui on s'adresse. Aujourd'hui, de nombreux médias occidentaux ont intégré dans leur programme des informations encore des langues africaines. Je ne vais pas faire la promotion de ces médias, mais ces médias sont connus. Vous avez des informations qui sont véhiculées à longueur de journée et vous avez l'opportunité de suivre ces informations en français, en anglais ou en swahili, en wolof que vous évoquez tantôt, ou encore en langue haoussa. Oui, je crois qu'également, ils sont tentés parce que... Est-ce qu'eux, ils ne sont pas plus conscients, aujourd'hui, du côté de l'Occident, de l'importance de la langue que les Africains eux-mêmes et de ce que la langue peut amener à faire? Non, il faut regarder ça sur notre angle pour pouvoir constater. C'est parce qu'ils constatent que les pays africains, les peuples africains sont en train de prendre conscience. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour davantage les contrôler? Ça veut dire quoi? Ils ouvrent une perspective à ce qu'on puisse intégrer les programmes qui peuvent communiquer avec la langue d'ailleurs, leur langue. Mais l'objectif, c'est le plus important, vous devez poser la question, c'est l'objectif de la communication. La manière de communiquer. On peut bien communiquer dans votre langue, mais on vous manipule. On désinforme. Et c'est ce qui se passe par ces médias occidentaux qui, bien entendu, se sont ouverts aux langues africaines, notamment le Haoussa, mais peuvent désinformer, peuvent désinformer à travers cette langue-là. Donc, contrôler les masses. Bien sûr, à défaut de contrôler les masses, ils peuvent, à travers la langue Haoussa, lâcher une information qui peut retourner le peuple contre les dirigeants de ce pays-là. Donc, pour vous dire qu'en réalité, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aiment trop ces langues-là. Mais est-ce qu'ils ne sont pas plus conscients aujourd'hui de l'importance? C'est parce qu'il y a danger. Ils sont en train de constater un danger du fait que les jeunes Africains, la jeunesse africaine, le peuple africain est en train de prendre conscience effectivement des vrais enjeux et constate que la langue, d'ailleurs, est une langue coloniale qui les maintient, qui les contrôle. Et par conséquent, migre vers la promotion des langues nationales. Pour ne pas perdre l'audience, ces médias occidentaux créent donc des contenus où on va s'exprimer dans vos langues, mais à l'intérieur de ces émissions et de ces langues-là, on peut vous conditionner, on peut désinformer, on peut vous remonter contre, puisque facilement, ils s'expriment dans votre langue. Et à travers ces émissions et ces programmes-là, ils peuvent, à partir de votre langue, vous donner une information qui n'est pas la bonne. Et vous êtes tenté d'être plus sûr parce qu'on vous exprime en votre langue. Et là, il faut regarder ça sur ce plan-là. C'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très vicieux à la limite. Il faut contrôler à l'extérieur à travers votre langue. Vous avez davantage le crédit d'accepter parce qu'on vous communique en votre langue. Et parce que généralement, c'est l'un des vôtres qu'on recrute là-bas qui s'exprime en votre langue. Et vous serez tenté à croire beaucoup plus à ce que l'un de vôtres vous dit en votre dialecte que ce qu'on vous dit en langue française. Mais in fine, les deux, ça renvoie à la même chose. Alors, on parle aussi de ce sentiment français qui est animé par la politique française menée en Afrique. Aujourd'hui, ce qui décrit aujourd'hui cette politique. Et pour ne pas vous couper, par exemple, l'avènement du Boko Haram, vous avez vu que le gouvernement camerounais avait intercepté ou encore avait mis en arrêt un journaliste Haoussa qui véhiculait des informations fausses au niveau d'une chaîne internationale que je ne vais pas citer. Effectivement, ce n'était pas en français que ces informations étaient. C'était en Haoussa. C'était en Haoussa. Voilà.
Alors, on s'intéresse aussi à la politique française en Afrique, qui est de plus en plus décriée. De nombreux Africains jugent que la France, voilà, est là pour asservir le continent africain. Il y a également cette position encore de paternalisme, cette posture qu'a souvent adoptée la France. Alors, Abdoul, avec le concours de la réalisation, j'aimerais qu'on suive avec vous un élément très important, à savoir un élément qui revient sur le sommet, le sommet de... Voilà, un des sommets organisés donc par la France, c'était le sommet France-Afrique, mais sur un format renouvelé. Emmanuel Macron avait décidé, au lieu d'inviter les chefs d'État africains, mais la jeunesse africaine, des jeunes issus du continent africain, mais également de la diaspora africaine en France. Et alors, pendant ce sommet, les jeunes Africains se sont exprimés et ce sentiment anti-français était bien perspective dans leur discours, ce rejet surtout de la politique aujourd'hui économique menée par la France sur le continent africain. Alors j'aimerais qu'on suive avec vous cet extrait très important et on va en rediscuter sur ce plateau avec bien sûr le concours de la réalisation. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. Alors vous avez suivi avec nous cet élément, Abdoundam, qui est un extrait voilà, du sommet France-Afrique, organisé sous un autre format par le président Emmanuel Macron, qui avait décidé voilà, d'inviter la jeunesse africaine, de discuter avec elle sur la manière dont celle-ci désirait que la politique de la France en Afrique soit orientée. Emmanuel Macron voulait les attentes voilà, de cette jeunesse-là. Et vous avez suivi l'intervention de cette jeune burkinabé qui s'est exprimée avec cette anecdote de la marmite sale, cette marmite sale qui selon elle caractérise aujourd'hui la relation qu'entretient la France avec l'Afrique. Et vous avez également suivi la fin de ses propos où elle demande à Emmanuel Macron de larver cette marmite si effectivement il voudrait que les Africains y mangent des dents. Est-ce que effectivement les propos de cette jeune dame ne sont pas en train de mettre en avant le désir même de cette nouvelle génération aujourd'hui qui voudrait que la France revoie sa politique en Afrique? Oui, c'est ça, in fine. Le contenu même de la déclaration de la dame, j'avais pris le soin de suivre cet entretien-là. Et je crois que c'était plutôt... si ce genre de spectacle se déroulait, ce n'était pas l'attente des autorités françaises. On a vu un Emmanuel Macron rire quand même, selon vous, il riait jaune. Ce n'était pas l'attente de la France. Parce que c'était quoi le projet? Parce qu'on a davantage invité les chefs d'État africains et que les jeunes africains dénoncent ces relations incestueuses et complices entre les autorités françaises et celles africaines. Ils ont cru bon d'inviter certains jeunes africains qui peut-être vivent en France et que ça devait être facile pour eux, notamment l'autorité française, notamment M. Macron, de contrôler, d'imposer une vision et de les convaincre à accepter et à rejeter la responsabilité ailleurs, pas sur elle-même. Je crois que c'est plutôt l'effet contraire qui s'est passé parce que si la France pouvait
imaginer que ça devait se tourner comme ça. Ils ne pouvaient pas donner la possibilité à ces jeunes de s'exprimer à cœur ouvert. Et vous avez suivi comment la jeune dame a été ovationnée. Bien sûr. Ce qu'elle disait, c'est un sentiment aujourd'hui qui est partagé par de nombreux jeunes Africains. Donc je crois que c'est ça le constat. Il est clair que, à tout point de vue, la coopération entre la France et l'Afrique, ben, c'est une coopération à revoir. C'est une marmite sale qui doit être lavée. Quand elle demande qu'il faut laver la marmite, au sens propre, voudrait dire revoir la coopération entre les deux pays, qui est la sincérité, l'honnêteté, le respect réciproque, et que l'un ne puisse pas utiliser davantage la ruse pour pouvoir flouer l'autre. La France en a profité autant pendant plus de 60 ans. Il est temps que la France puisse se comporter comme un pays responsable en regardant son vis-à-vis avec beaucoup de respect, pas avec condescendance et mépris. Voilà, in fine, ce qu'on peut ressortir de la marmite sale. Et elle revient d'ailleurs sur des points, elle parle le sale par manque de transparence. Mais c'est ça que je suis en train de dire. La transparence, l'honnêteté, la sincérité, le respect de l'autre. Parce que si vous respectez l'autre, vous ne pouvez pas... vous serez davantage sincère. Si vous respectez l'autre, vous n'allez pas utiliser la ruse. Si vous respectez votre vis-à-vis, vous serez transparent. C'est parce que vous ne respectez pas votre vis-à-vis que vous avez la capacité, le pouvoir, le droit de faire ce que vous pensez. Voilà. Et je crois que si vous avez suivi l'actualité du côté du Niger, c'était la même stratégie. On a constaté que le discours français ne passe plus au sein des institutions telles que l'Assemblée nationale, où en réalité les députés venaient acclamer tout ce que les autorités françaises venaient dire, ou encore le chef de l'État qui acquiesçait tout ce que les émissaires français venaient dire. Mais on avait constaté le risque, le danger. Attends, si l'ambassadeur français au Niger savait que son déplacement au sein de l'université au Niger devait tourner au vinaigre, comme ça s'est passé là, il a été humilié, il s'est fait humilier, il avait en face de lui des jeunes préparés et qui ne relataient que des faits irréfutables. Et je crois qu'in fine, l'ambassadeur français, il s'est levé, il est parti. Pourtant, l'objectif était de venir faire une conférence pour convaincre la jeunesse nigérienne de comprendre que la France n'est pas l'ennemi de l'Afrique, encore moins du Niger. C'était l'objectif de cette conférence. Est-ce qu'effectivement cette jeunesse-là aujourd'hui, que la France ou encore les autorités françaises cherchent à gagner à leur cause, est-ce que ce n'est pas effectivement d'elle qu'émane aujourd'hui ce sentiment anti-français et non de l'ancienne génération qui a connu souvent l'époque coloniale? C'est ça mon raisonnement. J'étais en train de dire au préalable que ces anciennes générations, ce sont des députés, les hauts cadres de la République qui ont quand même atteint la cinquantaine, la soixantaine. Ici, ce sont des jeunes qui ont la trentaine. Et en réalité, ils ont pris conscience de ce qui se passe il y a plusieurs années, plusieurs décennies, et décident que non, notre génération ne sera pas complice. On prend notre destin en main et on dénonce tout ce qui n'est pas bien. Et l'objectif, c'était quoi? Envoyer une autorité là pour qu'elle parvienne à convaincre les jeunes, ces jeunes-là qui portent ce projet de dénonciation du mauvais comportement de la France vis-à-vis de l'Afrique en général et du Niger en particulier. Il était là pour une mission de séduire, de convaincre, d'amener les jeunes. C'est l'idée là d'abandonner ce combat, les amener à comprendre que la France aucunement n'est leur ennemi. Mieux, la France est leur ami et même le meilleur ami. Et je crois que les faits lors de cette conférence, les jeunes ont été tenaces, perspicaces dans l'analyse, dans les prises de parole. Ils ont été clairs et je crois que l'ambassadeur français n'avait que ses yeux, pas pour pleurer, mais pour observer la dérive, l'effet pervers de ce qu'il a orchestré, notamment venir vouloir imposer, vouloir démontrer ce qui est faux en appuyant les esprits pour dire que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il s'est levé, il est parti. Je crois que si les jeunes africains continuent dans cette perspective-là, à partir du moment où les autorités françaises seront davantage boudées, et à défaut de revoir leur façon de coopérer, ils vont plier bagage. Et c'est ce que les jeunes Nigériens disaient. Effectivement, vous venez donc sur les faits, voilà, que la conséquence de ce qui peut résulter, voilà, de ce comportement de la France, de persister dans ses anciennes habitudes qui sont aujourd'hui décriées. C'est mis à nu. Voilà.
Voilà. Toutes ces habitudes-là se sont mises à nu. Et là, il est important. La France est entre l'enclume et le marteau. Alors, soit le revoir leur position, soit plier bagage. Effectivement, cette jeune burkinabé qui s'exprimait lors du sommet France-Afrique a dit que, voilà, que cette relation entre la France et l'Afrique, s'il fallait qu'on la considère comme une marmite, il s'agit d'une marmite sale. Elle invite le président français Emmanuel Macron à laver cette marmite, si et seulement s'il voudrait déjeuner avec les Africains. Et elle a terminé son propos en disant: mais si vous insistez quand même, sachez que le repas sera prêt, mais vous serez seul. Est-ce que par cette petite phrase-là, elle n'est pas effectivement en train de faire comprendre au président français que la France avance vers une rupture avec l'Afrique si elle ne vient pas, voilà, à revoir sa politique, à faire son aggiornamento. Voilà. Parce que le véritable problème est la question de la politique française. La politique sur tout le plan. La politique militaire, la politique diplomatique, vis-à-vis de l'Afrique. Aucunement, moi je n'ai aucun problème avec un Français. Je n'ai aucun problème avec la France. Mais en particulier, nous, les jeunes Africains décrivent la manière dont la France coopère avec les pays africains. Parce que l'objectif ici, le constat, c'est que la France a été toujours maligne, a toujours utilisé la stratégie de la ruse, a toujours contrôlé, a toujours influencé les leaders africains en pillant nos ressources. Ça c'est clair, c'est avéré. Et il y a même un intervenant du côté du Niger, lors de cette conférence avec l'ambassadeur français, il a démontré avec les chiffres, preuve à l'appui, que l'uranium qui est extrait du côté du Niger, en réalité la France gagne 3 fois, 5 fois plus que là où on extrait ces matières premières. Si ce n'est pas l'abus à outrance, si ce n'est pas la ruse à outrance, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on dise à ce sujet-là? Et lorsque les jeunes prennent conscience de cela, vous voulez qu'ils restent complices? Ils sont en train de dénoncer. Et l'ambassadeur français venait pour les calmer, pour les dire que non, ce que vous voyez là c'est faux, voici la vérité, pourtant c'est vraiment la vérité. Je crois que la mayonnaise a pris. C'est en train de prendre... Vous croyez que la mayonnaise a pris, mais il y a une certaine opinion à Bundam qui croit qu'aujourd'hui ce sentiment anti-français qui est... Il ne faut pas parler de sentiment anti-français. Oui, en bref... Le sentiment est contre les politiques menées par la France. Oui, ce rejet de la politique française en Afrique, voilà le thème selon vous qui est approprié. Oui. Alors, une certaine opinion pense que ce rejet est nourri par des thèses complotistes ou encore des rumeurs qui se basent sur des faits dépassés. Non, ce n'est pas dépassé. Ce n'est pas dépassé. Est-ce que la coopération... Les faits dépassés, c'est-à-dire lié à la colonisation? Non. Par exemple, je prends tout simplement un petit exemple. Est-ce que l'accord colonial signé entre la France et les pays africains, c'est fini? Il y a certaines clauses contractuelles qui restent en vigueur. Et je crois que vous ne pouvez pas, sur ces raisons-là, dire que c'est fini. Même si les pays africains, même certains pays africains s'efforcent à mettre fin à certaines dispositions. Et que dit de ce qu'ils pensent de thèses complotistes? Non, c'est un argument stérile qui n'a aucune valeur, dans la mesure où vous avez eu un temps nécessaire pour coopérer avec un pays. Et je crois qu'avec un continent, pour le dire de manière claire, oui. et je me dis, quel est le bilan qu'on peut opérer en termes de développement entre la France et l'Afrique en général? Je crois que l'Afrique n'a pas bénéficié véritablement de cette coopération, mais l'Afrique a été victime, et l'Afrique a été victime d'une relation qui a été bénéficiée plutôt aux autres à son détriment. Voilà le constat qu'il faut opérer. Et que si les Africains estiment qu'ils peuvent se retourner ailleurs, vers ceux-là qui seront transparents, qui seront clairs, et qu'on va préparer dans une marmite propre, mais que voulez-vous? Mais on doit se retourner vers ceux-là qui vont nous respecter. C'est avec qui on va parler d'affaires en se regardant droit dans les yeux et qui n'auront pas un regard sur la politique interne de nos pays. Alors en parlant effectivement de ceux-là, de ces nouveaux partenaires dont l'Afrique aujourd'hui est en quête, puisque du côté de la France, on remarque que sa politique reste la même malgré les cris des Africains, elle persiste et signe. Aujourd'hui, il y a ce partenaire qui est la Russie, qui apparaît de plus en plus comme le partenaire idéal pour l'Afrique ou encore les pays francophones dans la lutte contre l'insécurité. Mais d'autres voix s'élèvent pour fustiger Moscou, en affirmant que Moscou saisit toutes les occasions aujourd'hui qui se présentent à elle pour salir la réputation de la France en Afrique, notamment dans la région du Sahel. Non, mais c'est un argument qui n'engage que ceux qui tiennent. Et je crois que c'est de bonne guerre sur la scène internationale. Diaboliser l'un pour se positionner. Je crois que, est-ce que maintenant, ce que l'on peut se poser là comme question est celle de savoir, est-ce que ce discours
va décourager les pays africains qui sont résolument retournés vers la Russie. Je crois que c'est faux. Les faits démontrent à suffisance que l'Afrique, certains pays africains, notamment les pays francophones, sont en train de coopérer effectivement avec la Russie. Je prends le cas de l'Algérie, dont la coopération est très poussée, tant sur le plan militaire que sur le plan économique. Je prends le cas du Cameroun, je prends le cas de la Centrafrique, je prends le cas du Mali et d'autres pays africains où la jeunesse est en train de solliciter l'arrivée de la Russie. Je prends le cas de la RDC, où les gens descendent dans la rue pour demander, en brandissant le drapeau russe. Je prends le cas du Niger également. Je prends le cas du Burkina Faso, où les jeunes descendent dans la rue en demandant, bien entendu, la coopération avec la Russie et demandent d'affilier le départ sans délai de la France. Effectivement, vous nous permettez de parler de l'aspect sécuritaire. Alors, Abdoundal, on sait que, voilà, au-delà du néocolonialisme qui est souvent dénoncé, s'ajoutent des accusations d'incompétence de l'armée française à assurer la sécurité dans le Sahel ou encore en Afrique de l'Ouest, puisqu'on s'intéresse un peu aussi à la montée du sentiment anti-français dans cette région-là. Alors, 2 coups d'État ont eu lieu dans 2 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir au Mali et au Burkina Faso, et ils ont une particularité car ils ont porté au pouvoir des militaires qui s'opposent aujourd'hui à la présence militaire de la France sur leur sol. Je crois que... Est-ce à dire effectivement que sur le plan sécuritaire également, une chose est claire, la coopération entre la France et l'Afrique francophone n'est pas fructueuse? Oui, bien sûr, ça c'est de manière péremptoire, il faut le dire. Je prends le cas du Mali. La coopération a attesté que sur le plan militaire, je ne parlerai pas que la France n'est pas une puissance sur le plan militaire, mais il faut quand même poser un problème de la bonne foi. La bonne foi de cette puissance-là qui avait pour vocation de venir assister un pays en détresse. Je crois que vous ne pouvez pas dire que la France n'est pas une puissance militaire sur le plan international, mais je pourrais parler peut-être d'une mauvaise foi de la puissance française qui a accompagné effectivement un pays à sortir d'une situation inconfortable. L'idée qu'on s'est peut-être eue, c'était que la présence de l'armée française dans ce pays-là était plutôt une occasion de nourrir et d'entretenir l'instabilité, l'insécurité permanente. Et on constate que le départ de ces organisations militaires telles que Barkhane et autres, on constate que la calmie, les autorités maliennes sont en train de regagner leur notoriété sur le plan territorial. Cela atteste que par le passé, il y avait un problème avec la présence de l'armée française. Et pour revenir en Afrique centrale, vous verrez que la coopération sur le plan militaire est en train de prendre un coup. Je prends le cas du Cameroun et de la République centrafricaine. La République centrafricaine vient de mettre fin avec la coopération militaire avec la France. Il y a cela, je crois, 1 ou 2 semaines. Et au Cameroun, vous verrez que le Cameroun est en train davantage de signer davantage de coopération militaire avec la Russie, au détriment de la France. Et que, du point de vue du premier partenaire sur le plan militaire, je crois que ce n'est plus la France au Cameroun. On peut convoquer la Russie, on peut convoquer l'Israël, et la France, le Cameroun vient encore de signer une coopération avec l'Algérie sur le plan militaire. On connaît la relation entre l'Algérie et la Russie. Donc tout ceci vous amène à comprendre qu'il y a un problème qui se joue. Et maintenant, du côté du Burkina Faso, il est clair que l'arrivée de M. Traoré au pouvoir, en réalité, va venir mettre fin véritablement à la présence militaire française du côté du Burkina Faso, puisqu'en réalité, M. Traoré se positionne comme le truchement, élément de transition du peuple. Il exprime ce que le peuple pense. Il est même sankariste. Et sa façon de faire, sa posture, sa démarcation, sa démarche entre en phase avec l'idéatype de M. Sankara. Il nous fait revoir M. Sankara. La preuve, du point de vue de son salaire, il a dit, mais bien sûr, il restera avec le salaire du militaire qu'il est, nonobstant toutes les prérogatives qu'un chef d'État doit en avoir. Vous voyez donc la différence entre lui et M. Damiba. Damiba qui avait le salaire digne d'un chef d'État. Ça revient à ce que M. Sankara faisait. M. Sankara, il avait limité, il avait imposé un rythme de vie qui permettrait à ce que les pays puissent se développer. Il avait imposé un style de véhicule que les fonctionnaires devaient utiliser. Même son salaire, il n'avait pas augmenté son salaire. Je crois que M. Traoré, aux côtés de M. Assimi Goïta et de M. Doumbouya, sont quand même, du côté de l'Afrique de l'Ouest, ces pays-là qui vont davantage mettre fin avec cette coopération militaire. Oui, alors vous êtes d'accord que les récents événements qu'on a connus dans la région du Sahel et dans ces pays-là, des pays d'Afrique de l'Ouest, attestent de cette rupture entre la coopération
avec la France sur le plan de la sécurité ou encore sur le plan militaire. On s'intéresse aussi au plan économique. Et c'est sur le gâteau, c'est la France qui a déclaré par le truchement du M. Macron que l'opération va quitter le Sahel. Voilà. Sur le plan économique, il y a aussi cette fâcheuse question du franc CFA. Est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui aussi l'un des éléments qui nourrit aujourd'hui cette hostilité vis-à-vis de la politique française en Afrique? Non, c'est clair, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. La monnaie, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le caractère vicieux de cette monnaie qui vise à contrôler, à maintenir l'Afrique dans le sous-développement, en réalité est un indicateur phare qu'il ne faut pas négliger. Et je crois que la monnaie, notamment le franc CFA, est l'une des raisons qui peut justifier bien évidemment cette attitude des pays africains qui visent à revoir cette coopération-là. Parce que si on vous empêche à bâtir votre monnaie, je crois que il est important de savoir que la monnaie est l'un des éléments de la souveraineté. À partir du moment où on vous empêche à le faire, ça veut dire qu'on ne souhaite pas véritablement votre indépendance. Donc la monnaie est le pied, est un élément qui en réalité empêche à ce que l'Afrique puisse se développer et peut être utilisé comme un argument pour justifier la fin de la coopération entre la France et l'Afrique. Alors, on va parler d'autre chose avec vous. Restez avec nous, Abdoundam. On va s'intéresser à la culture avec Queen qui est encore là. Ce matin, elle est des nôtres avec des informations. Alors, que va-t-elle nous apprendre? Élément des réponses après ce générique. Sur ce plateau, Queen Kwichu est là, elle est comme une reine, comme d'ailleurs l'indique son nom, Queen, et elle souhaite nous parler de culture. Alors bonjour Queen. Bonjour Zamzeli, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et auditeurs bien sûr. Alors vous venez aujourd'hui avec un agenda chargé d'événements culturels et en prélude ce fameux Yenko Festival, un rendez-vous culturel à la croisée des chemins avec le Ghana et l'Angola. Effectivement, un rendez-vous culturel qui se vaut une invitation du Ghana vis-à-vis de pays voisins. Et pour cette édition donc qui se tient dès le début du mois de décembre, c'est l'Angola qui est donc invité à prendre part à ce rendez-vous qui se veut un brassage. D'ailleurs, c'est écrit en anglais, Ghana meets Angola. Et entre kizomba, doha, afro-pop, salsa, comba ou encore des danses urbaines, dès le 1er décembre jusqu'au 4 décembre. Ce seront donc des artistes des deux pays et même bien d'autres encore qui se donneront rendez-vous le temps de cet événement pour simplement partager un peu d'ici, un peu d'ailleurs. Dans tous les cas, il est question à chaque année de faire une invitation. De par les années précédentes, ça a été une invitation du Ghana vis-à-vis de la Côte d'Ivoire ou encore vis-à-vis du Togo. Et donc pour cette année, on va carrément puiser vers des pays lusophones, donc notamment en Angola, puisque au-delà des barrières linguistiques, il faut penser que c'est l'Afrique finalement qui est au centre de cet événement culturel. Voilà, des DJ, des artistes performeurs, des danseurs. Clairement, c'est les ateliers qui sont organisés durant l'événement et qui permettent simplement le temps que cela dure, c'est-à-dire le temps de 4 jours pour cette année, de partager et pour, au moment de se séparer, se dire qu'on a gagné un peu de la culture de l'autre et pour d'aucuns aussi à savoir qu'on a donné un peu de soi aux autres. Voilà. Alors, du côté du Cameroun, la 5e édition du LFC Award, c'est demain. Effectivement, le film Camerounais Award, donc en abrégé LFC Award, ça se tient demain à Douala au Cameroun, dans la capitale économique. Il faut rappeler que le rendez-vous en est à sa 5e édition et c'est simplement de l'engagement ou de la volonté d'une réalisatrice camerounaise, Danielle Long, à vouloir ouvrir une plateforme chaque année pour récompenser les meilleurs acteurs. Et quand je parle d'acteurs, je ne parle pas forcément de ceux qui donnent la réplique, mais de tous ceux-là qui contribuent finalement à valoriser le 7e art au Cameroun. Donc ça va ratisser large, des maquilleurs aux metteurs en scène,
en passant même par les accessoiristes ou même ceux qui sont artisans de tout ce qui est costume. Donc je parle là des stylistes. Vous avez d'ailleurs à l'image Freddy Manyongo, qui est l'un des mannequins camerounais les plus connus à l'échelle internationale, qui aura donc le soin aujourd'hui d'assurer sur le tapis rouge tout ce qui sera donc vestimentaire. Donc c'est un rendez-vous du 7e art, mais qui récompense tous ceux qui gravitent autour de cet univers et qui permettent aujourd'hui au cinéma camerounais de pouvoir gagner quand même en notoriété. Ça va grandissant et on ose espérer que ces récompenses qui constituent quand même un coup de pouce à l'endroit de ces acteurs du cinéma permettra justement au 7e art camerounais de gagner encore davantage en notoriété. Alors vous terminez ce matin avec cette critique vis-à-vis de l'art africain sous-estimé du côté de l'UNESCO. Effectivement, c'est des chiffres qui malheureusement restent assez négatifs pour l'Afrique globalement. L'Afrique qui est sous-représentée sur la liste du patrimoine, l'UNESCO qui célèbre les 50 ans de la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, qui, il faut le préciser, a été ratifiée par 194 États et comprenant jusqu'ici 1154 biens culturels et naturels. Mais il est malheureusement à noter que le patrimoine africain n'est pas toujours répertorié dans cette liste. D'ailleurs, on estime à peine 20% du patrimoine africain qui est donc reconnu comme patrimoine mondial dans ces listes. Sur la liste, 52 sites sont actuellement classés comme étant en danger. Alors qu'en Afrique, l'UNESCO a épinglé le parc national des Virunga qui abrite les dernières espèces endémiques, les derniers gorilles. Et faut rappeler que lorsque des sites sont répertoriés et considérés comme étant en danger par l'UNESCO, ça permet de bénéficier quand même de fonds pour pouvoir les préserver. Et chose qui est assez dommage quand on voit que, et même du fait du réchauffement climatique, il y a des sites aujourd'hui qui sont en danger en Afrique et qui ne sont pas reconnus finalement par l'UNESCO. Et voilà, toute chose qui constitue quand même pour les différents, dans les pays concernés, pour les différents ministères de la culture, des combats qui sont menés à ce que ces différents sites soient reconnus comme étant déjà patrimoine mondial de l'humanité et également qu'ils puissent bénéficier donc de cette protection et de ces différents financements de la part de l'UNESCO. L'Afrique, donc finalement, qui est lésée sur tous les points, même sur le plan culturel, c'est quand même assez franchement triste. C'est assez désolant. À part les pyramides d'Égypte, on évoque davantage les grandes murailles de Chine et bien d'autres grands sites occidentaux qu'on répertorie, ou encore l'Asie qui est même aussi bien mieux représentée que l'Afrique. Et c'est chose assez dommage quand on sait tout ce dont regorge l'Afrique finalement. Comme effectivement patrimoine culturel. Effectivement. Alors, merci à vous, Queen. Nous avons appris beaucoup, comme d'habitude, avec vous. À demain, Zélie. Ce sera encore avec le même plaisir, bien sûr. Alors... Au terme de ce programme Abdoundam, on s'intéressait aujourd'hui à la francophonie. Quel avenir pour cette organisation dans un contexte marqué en Afrique par une montée du sentiment anti-français ou encore du rejet de la politique française menée en Afrique? On a évoqué de nombreux volets, le volet sécuritaire, le volet politique, le volet éducatif, le volet même culturel avec cette question de la langue, et aussi le volet économique avec la fâcheuse question du franc CFA. Alors, si la relation entre l'Afrique et la France était une marmite, c'est le jeune Burkinabé l'avait dit lors du sommet France-Afrique qui a eu lieu du côté de Montpellier. Sachez que cette marmite, M. Emmanuel Macron, est une marmite sale et aucun Africain conscient n'aimerait manger un repas qui a été préparé dans cette marmite. Alors aujourd'hui, les Africains appellent la France à larver la marmite, à larver la relation avec l'Afrique, à changer leur politique. Vous croyez que ce discours peut passer en ce moment, vu la classe politique française qui dirige le pays? Non, si la France tient à ce qu'elle puisse avoir sa notoriété sur le plan international, elle a intérêt
à revoir sa position avec l'Afrique. Parce que la France n'est rien sans l'Afrique. Vu sur ce prisme-là, et compte tenu de la montée en puissance de la Russie, de la Chine, de la Turquie en Afrique, il est important que la France puisse revoir sa position. Il y a urgence, selon vous. Il y a même nécessité. Il y a nécessité que la France puisse revoir sa position. Si elle s'entête, vous voyez par exemple que ce qui se passe du côté du Mali, où les autorités maliennes viennent de prendre une décision en interdisant toute forme de financement de la France. Des activités de toutes les ONG financées par la France. Cela rentre on constate que la France s'entête. Et je crois que à partir du moment où elle pose un acte, il y a la réplique. Et la réplique est la taille de la menace. Je crois que la France a intérêt à revoir sa position. Si elle s'entête, c'est droit au mur qu'elle est en train de foncer. Et je crois qu'elle va plus avoir... Enfin, il est important de noter que la France ne fera plus comme c'est le cas par le passé. Le temps passe, les choses ne seront plus jamais comme avant. Les choses se sont rétablies. Si tous les yeux sont braqués et tout le monde est conscient des vrais enjeux. À partir du moment où la France s'entête à ne pas revoir sa position, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Elle risque de se retrouver seule, en tout cas sans l'Afrique à ses côtés. Oui, ça c'est clair. Alors, merci à vous, Abundam, d'avoir, une fois de plus, accepté notre invitation. Non, je vous en prie. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivi les cartes au coin de la planète. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Nous vous quittons, mais nous donnons rendez-vous demain à la même heure, à la même chaîne, pour une autre édition de votre programme For You Matin.